Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo à destination des élèves de 4e, donc toujours sur la thématique de la mondialisation en géographie. Alors on est parti. La semaine dernière, on avait pu poser ce que c'est que la mondialisation à travers l'exemple d'un de mes t-shirts, tout simplement. T-shirt qui, on l'avait vu, avait été fabriqué en Asie, sur les ordres d'une compagnie européenne, puis finalement transporté jusqu'en Europe pour être consommé, utilisé en Europe par mes soins. Donc voilà, on avait vu que ça c'était un objet mondialisé, qu'on avait des échanges de ce type qui se faisaient à l'échelle de toute la planète, qu'ils étaient de plus en plus intenses et qu'ils modifiaient nos modes de vie, étant donné que voilà, ces types de t-shirts, c'est quelque chose qu'on retrouve partout en Europe occidentale, qu'on retrouve partout en Amérique du Nord et sur une bonne partie de la planète. Donc voilà, on avait pu poser ça par rapport à la mondialisation. Et je vous avais demandé une activité sur le parcours de l'objet, un des objets du quotidien, l'iPhone. Alors cette semaine, on va étudier un nouvel aspect de cette mondialisation, ce sont les espaces maritimes. Ça correspond au début de la deuxième partie du document de leçon que je vous ai envoyé. Donc sur les espaces maritimes, mer et océan, un monde qu'on va appeler un monde maritimisé. Alors qu'est-ce qu'on appelle la maritimisation? C'est un terme de géographe. Et comme d'habitude, les géographes, ils font une chose, ils observent le réel et ils tentent d'y apposer des concepts, des noms, du vocabulaire. Donc la maritimisation, c'est un terme qu'on emploie pour dire justement que les échanges commerciaux internationaux, ils se font de plus en plus par les mers et océans. Alors pourquoi par les mers et océans? Ça peut paraître un peu paradoxal. Un bateau n'ira jamais aussi vite qu'un avion ou un train à terre. Eh bien la question, c'est celle de la contenance, du volume. On a vu la semaine dernière, les échanges internationaux, ils sont de plus en plus importants. On transporte des quantités de plus en plus importantes de biens à travers la planète. Et pour ça, il fallait un moyen de transport un peu universel qui permette d'échanger tout cela de manière efficace. Alors l'avion, pourquoi pas, c'est rapide, mais l'avion, ça demande des moyens technologiques importants et pour en transporter des quantités comme ça, c'est tout simplement impossible. Autre moyen, le train, mais le même problème se pose en fait. Pour transporter les quantités dont on a besoin, il faudrait des centaines et des centaines de milliers de trains tout le temps. Donc, là encore, ça paraît difficile. C'est imposer une idée, le porte-conteneur. Ce qu'on appelle un porte-conteneur, c'est un navire qui va transporter des petites boîtes. Alors, j'entends par petites boîtes des petites boîtes comme celle-ci. Ici, je vous ai réalisé un petit conteneur tel qu'on peut les trouver sur les navires. Alors attention, ça c'est ma petite boîte personnelle. Un conteneur, c'est beaucoup plus grand que ça. Voici les dimensions. D'un bout à l'autre en longueur, on a environ un peu plus de 12 mètres de long. Un peu plus de 2,3 mètres de haut et 2,3 mètres de large. Donc ça veut dire que ce genre de petites boîtes sur les navires sont pas si petites que ça en fait. 2,3 mètres, c'est plus grand que n'importe quel humain. 12 mètres de long, il vous faut plusieurs hommes adultes enchaînés les uns aux autres pour parvenir à cette longueur-là. C'est quelque chose avec un volume tout à fait imposant. L'idée, c'est qu'on puisse transporter le maximum de ces boîtes sur ces navires, ces porte-conteneurs. Alors comment on fait? On les empile, justement, c'est tout l'intérêt de ce format. On va les empiler les unes par-dessus les autres, les unes à côté des autres. Et comme ça, on va pouvoir en transporter plusieurs milliers sur chaque navire. Aujourd'hui, les plus grands navires au monde, les plus grands porte-conteneurs au monde, ils peuvent transporter entre 18 000 et 24 000 de ces petites boîtes. Alors à quoi ça ressemble un porte-conteneur? Alors là, vous avez une coupe vue de côté d'un porte-conteneur de la compagnie française, la CMA-CGM. CMA-CGM, c'est une très grande compagnie, à la base compagnie française. Elle n'est plus uniquement française aujourd'hui, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Comme vous pouvez le voir, ici vous avez affaire au navire le Bougainville. Ici, tout ce que vous voyez, ce sont ces petites boîtes, ces conteneurs qui sont empilés. Donc de là jusqu'à tout en haut, vous avez 11 étages de conteneurs. Et d'ici jusqu'à ici, vous avez plusieurs dizaines de rangées. Et pareil sur la largeur du navire. Résultat, on va transporter vraiment plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui de ces conteneurs.
Et un navire comme le Bougainville ou le MSC Mia qui vous est mentionné dans le document leçon, eh bien il va mettre seulement 2 à 3 mois à faire ses trajets, pour les trajets les plus longs. Pour un trajet entre l'Asie et l'Europe, on compte en général 70-80 jours de trajet en mer. Donc très rapidement, on va pouvoir transporter des milliers de tonnes de marchandises. Alors, ce transport par conteneur, il est très efficace de ce point de vue-là. En plus de ça, c'est quelque chose qui est au final assez peu dommageable pour l'environnement. Beaucoup moins que si on devait transporter tout ça par avion ou par train. Et oui, les porte-conteneurs, pour aussi polluants qu'ils soient, leur nombre pour l'instant assez réduit, en tout cas par rapport à la quantité, par rapport au volume de marchandises transportées, fait que leur impact sur l'environnement est bien moindre que d'autres systèmes de transport. Ça, c'est un des points intéressants du transport par conteneur. Alors, tous ces porte-conteneurs, ils emploient pour traverser ce qu'on appelle des autoroutes de la mer ou des grandes routes maritimes, des principales routes maritimes. Alors, il ne s'agit pas de routes vraiment dessinées en mer, vous vous en doutez bien, mais ce sont les passages les plus empruntés à travers les océans du monde. Alors, pour prendre un petit peu en considération tous ces éléments-là, parce que ces routes maritimes, elles traversent différents endroits, elles relient des ports, elles passent par des points stratégiques, des points de passage importants. On avait pu parler la semaine dernière de détroits et de canaux. Eh bien ça, ce sont des points de passage stratégiques importants en général. Donc pour l'étudier, je vous propose une nouvelle activité cette semaine. On va quitter un peu l'iPhone pour se concentrer justement sur ces routes maritimes. Je vous propose l'étude d'une carte de ces principales routes maritimes dans laquelle vous devrez, à l'aide de ressources sur le net que je vous ai transmis, aller décortiquer cette carte. Aller comparer ce que vous pouvez trouver sur internet, ce qu'on peut voir sur la carte et en tirer le plus d'informations possible. Donc vous allez trouver des choses ici, par exemple un article de La Croix du journal français La Croix sur le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, il se situe entre l'Iran et les Émirats arabes unis. Et c'est par là que passe la grande majorité du pétrole mondial. Donc c'est un endroit extrêmement stratégique, extrêmement important pour toute l'économie mondiale. Vous trouverez aussi en question numéro 4 de l'activité un petit essai qui va vous permettre d'aller fouiller sur le site qu'on appelle Marine Traffic. Alors, Marine Traffic, c'est un site particulièrement intéressant dans ce cadre, étant donné que sur Marine Traffic, vous allez avoir sur la page d'accueil une carte en temps réel avec chaque petit navire mondial qui est représenté dessus. Alors comment ça fonctionne? En fait, aujourd'hui, l'immense majorité des navires fonctionnent avec des balises GPS. Et donc à partir des positions envoyées par ces balises GPS, on est capable de les représenter en temps réel sur une carte. Et c'est ce que fait le site Marine Traffic. Donc là, je vous demanderai d'aller regarder pour les navires cargo, est-ce que ce que vous voyez sur le site Marine Traffic correspond à ce que vous voyez sur la carte que j'ai envoyée avec l'activité. Et ça va nous permettre d'établir vraiment quelles sont ces principales routes maritimes. Voilà, juste un point pour terminer sur justement le lien avec la mondialisation, comment tout ça impacte les territoires. Ce transport maritime, il a plusieurs effets sur les territoires. Déjà, il va faire que les activités aujourd'hui industrielles, les populations, etc. vont se concentrer vers les mers. Ici, on a 80% des échanges mondiaux qui se produisent à travers les mers. Essentiellement, on va avoir besoin d'habiter proche de la mer si on veut trouver du travail. C'est un petit peu l'idée. Ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement de littoralisation. Les populations se déplacent vers les littoraux. Alors ensuite, ça va donner lieu à des paysages particuliers, puisque les grands ports industriels, là vous pouvez aller voir sur le net des images du port de Rotterdam aux Pays-Bas, du port de Shenzhen en Chine ou du port du Havre en France, eh bien ça donne des paysages tout à fait impressionnants. Vous avez des zones industrielles qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. La zone industrielle du port du Havre en France, elle est beaucoup plus étendue que la ville du Havre en elle-même. Et on peut voir des centaines de milliers de nos conteneurs, de nos petites boîtes installées en attente dans ces ports. Donc ça transforme l'activité humaine, parce que déjà ça crée sur les territoires ces espaces industriels qui sont destinés à accueillir ces navires et à réaliser les échanges vers la terre.
Ça transforme aussi la densité de population, puisqu'on a une densité de plus en plus importante sur les littoraux, notamment à cause de ça. Et du coup, ça transforme aussi nos modes de vie. Bien, on va se laisser là-dessus pour cette semaine. On reprendra l'étude de la mondialisation la semaine prochaine, avec une étude cette fois sur le territoire des États-Unis d'Amérique, qui sont aujourd'hui la première puissance mondiale. Qui sont toujours aujourd'hui la première puissance mondiale, et dont le territoire est particulièrement adapté justement à cette mondialisation. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu. Allez, bonne journée et bonne semaine à tous.